Alors bonjour tout le monde, on va enchaîner avec une masterclass Rhum, donc c'est la première masterclass Rhum de la journée, avec François Longto, maître de chai chez Longto, Rhum Agricole. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc Rhum Agricole de Guadeloupe, je précise. Et merci à tous d'être là pour cette masterclass qui sera très haute en couleur et très haute en degrés. Je tiens à préciser avec ces pupitres, je ne me présente pas à la présidence de la République. On va faire que du rhum. C'est très institutionnel tout ça. Déjà, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu déguster, j'imagine ? La masterclass était affichée. On va goûter que des brutes de colonne. Je vais revenir rapidement sur l'histoire effectivement de la maison et l'origine de tout ça. Mais justement, en parlant d'origine, on va traiter que des produits qui sont à l'origine de tous nos autres produits, de toutes les collections qu'on peut avoir. On va faire déjà un petit main levée parce que, juste que je me rende compte, est-ce qu'on connaît tous bien l'univers du rhum agricole ? Nickel. Ok, donc on parle pur jus de canne à sucre et on parle donc Guadeloupe. La distillerie Longto, on est la seule distillerie de Guadeloupe totalement autonome en canne à sucre. Donc on est sur un domaine qui fait 100 hectares avec 70 hectares de canne à sucre sur lesquels on va cultiver de la canne bleue. Donc c'est la B56 566 qui vient de la Barbade et de la rouge, c'est la R579 qui vient de la Réunion. Ces deux variétés de canne à sucre ont été choisies il y a 15 ans et il y a 25 ans sur le domaine pour créer une aromatique que l'on souhaitait nous. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on fait du rhum comme nous, on l'aime. S'il y a plein de gens qui aiment avec nous, tant mieux pour nous. Mais on fait d'abord le côté un peu égoïste. Le rhum, on le fait pour nous. Et on fait des choses qu'on aime. Quand on fait des choses qu'on aime, forcément, on tente des innovations, entre guillemets, commerciales. Mais elles viennent surtout d'une origine. Cette origine, c'est le brut de colonne. Le brut de colonne, même si commercialement parlant, on a lancé cette collection et cette dynamique dans le monde des rhums aussi, il y a plus de 5 ans maintenant, le brut de colonne, en tant que distillateur, en tant que rhummier, on y a accès tous les jours. Donc on sait effectivement ce qui sort de cette colonne. On sait que c'est brut, on sait que c'est chaud, on sait que c'est puissant. Et il faut donc trouver des solutions, des manières de pouvoir l'appréhender, de pouvoir mieux le déguster et de pouvoir faire en sorte que ce produit soit agréable. On ne va pas perdre de temps, parce qu'on a de toute façon une demi-heure. Je vous propose directement de prendre le premier Genesis. Donc on est sur la collection de Genesis, j'en ai pas parlé. Genesis pour la genèse, pour l'origine, puisqu'encore une fois, je le répète, tous les bruts de colonne sont le début d'une future collection. Je ferai donc une nuance entre une sortie de colonne et un brut de colonne, comme on vous le présente aujourd'hui. La nuance est la suivante. Le sortie de colonne, c'est tout ce que vous pouvez avoir donc comme liquide, le fameux rhum, juste à la sortie de la colonne, comme son indique. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on est sur une indication géographique protégée et que commercialement parlant, vous ne pouvez pas vendre cette sortie de colonne avant 3 semaines de repos. Sur le premier Genesis, donc le blanc, il n'a vu que de la cuve inox, donc pas de couleur, la couleur est naturelle, et il a vu que de la cuve inox pendant 2 ans. Je vous racontais donc effectivement la notion de suavité, de rondeur, de capacité de déguster effectivement un produit à si haut degré. Il faut donc prendre son temps. Je vous invite donc à le déguster. Et puis, n'hésitez pas tout au long effectivement de la masterclass à me poser des questions. Encore une fois, je pars du principe qu'il n'y a pas de sujet tabou. Donc, si vous avez plein de questions qui vous passent par la tête, vous n'hésitez pas. Évidemment, on va parler produits. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà envie de partager avec moi ce qu'ils ressentent ? Est-ce que c'est la première fois que vous goûtez ce produit ? Oui, je vois des oui un peu partout. Très bien. On est surpris, on n'est pas content, on veut sortir par la porte de derrière. Détrompez-vous, je connais beaucoup de femmes qui adorent ça. Alors, effectivement, commençons par le nez. Le profil aromatique. Pour moi, ça n'engage que moi. Là, encore une fois, je mets tout le monde à l'aise. Les profils aromatiques, les structures, les mots qu'on peut mettre et tout, faut être à l'aise avec ça. La première notion qui est importante pour moi, qui est peut-être la seule importante, c'est la notion de plaisir. Soit on aime, soit on n'aime pas, soit ça nous va, soit ça nous va pas. Après, ce que je vais vous donner comme profil aromatique, ce seront les miens. J'ai une expérience différente de la vôtre. Je suis pas né au même endroit que vous. J'ai pas mangé la même chose que vous ce matin. Tout ça va avoir une influence effectivement sur notre palais et sur la structure qu'on peut avoir dans notre bouche ou dans notre nez. Je me lance avant vous ? Ou il y a quelqu'un qui veut le faire avant moi ? Quel est le premier nez qu'on ressent ? La toute première note.
Je prends, je l'ai pas tout de suite, moi, c'est pas la première que je vais avoir, mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a une avant. La plus évidente. La canne. On est très canne à sucre, on est très sucre roux, on a cette fraîcheur, cette végétalité. Ensuite, effectivement, c'est là où je reviens sur le côté litchi. Bien sûr, derrière, on va avoir plein de notes, petites notes fruitées. J'aime bien dire, je ne sais pas si vous accepterez le terme, mais j'aime bien dire qu'on est sur une eau vide fruit. On est sur une eau vide blanche. L'appellation rhum, elle est géniale pour ça. Ça veut dire qu'on a effectivement la notion rhum qui intervient dès l'eau vide blanche. Que ce que vous n'avez pas sur un cognac, un armagnac ou un whisky, c'est la thématique aussi du week-end. Vous n'avez pas cette appellation de départ. Ici, donc, on est sur le rhum blanc, et donc on est sur une eau de vie de fruits. Ce fruit, c'est la canne à sucre, c'est du jus gorgé effectivement de sucre, et qui a un profil très particulier, encore une fois, sur des notes exotiques, évidemment sur les notes roux et sucrées, mais sur ce côté très exotique, on peut retrouver le litchi. Moi, je trouve effectivement beaucoup d'agrumes, ce côté un peu zeste de citron, zeste d'orange. Oui? Alors, déjà, sur les sorties de colonne toute l'année. La première chose, effectivement, c'est qu'on a un alcool très chaud. Donc déjà, en termes de fluidité du liquide, on a quelque chose de plus fluide. Et là, on a quelque chose de plus gras. Donc c'est déjà ce côté-là qui va effectivement rassir en cuve inox, qui va lui donner de la rondeur, qui va lui donner effectivement quelque chose de plus souple. Ensuite, effectivement, je me permets de rebondir parce que vous me faites penser à quelque chose. Quand on fait un Genesis, on choisit pas n'importe quelle sortie de colonne. C'est-à-dire que nous, chez nous, on a un critère de sélection dans notre colonne qui est très précise. Il faut que pour que le produit soit le plus rond possible, le plus gras possible, comme je viens de le dire, il faut que ça sente chez nous, et ça n'engage que nous, encore une fois, l'anis étoilé. On sait, donc moi je suis le maître de chai devant vous, je me présente de vous en tant que maître de chai, mais c'est mon frère le distillateur. Mon frère Nicolas sait que lorsque ça sent très fort l'anis étoilé, le côté très réglissé, on sait que c'est une eau de vie qui va bien vieillir, ne serait-ce qu'en cuve inox, qui va avoir des notes très rondes, qui va avoir des notes exotiques, qui va avoir des notes très sucrées, et qui devrait donc se stabiliser dans quelque chose de très gras, de très suave et de très rond. Pas sur la cuve inox. On aura l'occasion d'en reparler sur les suivants, mais pas sur la cuve inox. Alors, on est sur le batch 3. Je vais me permettre de vérifier parce qu'on a sorti trois batchs différents. On est sur le 72,7 ici. Donc, on a 72,7 degrés. Est-ce que pour vous, on était à 72 ou vous pensiez qu'on était un petit peu moins ou un petit peu au-dessus? Moi? Alors, qui veut se lancer sur la mise en bouche? Personne. Vous aimez pas du tout, ça vous a scotché, c'est incroyable. Oui? Moins écœurant d'être à côté d'eux? Oui? L'odeur est assez lourde. Merci. L'odeur, lorsque ça fermente, est assez lourde, assez prenante. Là, ça reste léger, assez agréable, mais c'est très présent. Alors, ce terme de fermentation est important. Vous me permettez de rebondir dessus. La fermentation est une étape, comme toutes les autres, j'ai envie de dire, mais qui est une étape très importante dans le procédé de fabrication du rhum. Notre particularité, j'en parlais rapidement au début, c'est qu'on est totalement autonome en canne à sucre. Le domaine faisant 70 hectares de canne à sucre, le champ de canne qui sera le plus loin de la distillerie sera à une demi-heure de tracteur. Ce qui veut dire, grosso modo, que lorsqu'on va récolter la canne à sucre dans le champ, elle va être broyée, dans les 4-5 heures qui suivent. Ça veut dire qu'en termes de ferment, on va en utiliser très peu, donc des ferments externes. Sur cette canne à sucre, vous avez effectivement une petite levure qui, elle, va être totalement naturelle. Si vous pressez votre canne à sucre le plus rapidement possible, vous avez encore cette levure qui est active, qui est vivante, qui va créer donc des bactéries, des bonnes bactéries, pour faire activer très vite votre fermentation. On en rajoute un petit peu, je vous donne une équivalence. On est sur des cuves de fermentation de 20 000 litres, donc c'est 20 000 litres de jus de canne, ou de vin de canne à terme. On va rajouter 500 grammes de levure de boulangerie,
pour aider à l'activation supplémentaire. La moyenne, elle est plutôt de 30 kg par cuve chez certains confrères. Pour la simple et bonne raison que quand vous avez une canne à sucre qui passe par des camions, par des routes et qui n'est pas broyée dans l'immédiateté, vous perdez l'activation naturelle de votre ferment de départ, de la levure de départ. Donc ce que vous ressentez, je suis d'accord avec vous, mais ce que vous ressentez, c'est l'aspect totalement naturel d'un brut de colonne, de quelque chose de très sec, de quelque chose de très puissant et de quelque chose de plus proche de la nature. On enchaîne sur le deuxième ou quelqu'un veut encore intervenir sur le rhum blanc? Quelqu'un a des questions? À titre d'information, donc c'est ce que je disais, c'est la troisième fois, c'est le millésime 2018, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est la troisième année qu'on fait ce niveau de performance sur le rhum. Évidemment, on va voir ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ici, donc, on sélectionne, c'est aussi de la canne rouge. Donc cette canne rouge va nous aussi nous permettre d'avoir des nuances beaucoup plus rondes et beaucoup plus douces que sur d'autres cannes qui ont un profil et un côté plus exacerbant et puis puissant. Donc là aussi, la variété de canne à sucre d'origine nous permet, entre guillemets, de maîtriser, de contrôler un petit peu l'eau de vie à venir. On passe au suivant. Toute petite nuance par rapport au premier, vous l'aurez noté vous-même par la couleur du liquide qui est dans votre verre. On est sur donc quelque chose qui a passé en fût. Ce fût va donc nous apporter une structure aromatique différente. Et donc là, on parle de deux choses, c'est-à-dire qu'on parle de brut de colonne et de brut de fût. L'idée là, encore une fois, c'est qu'à aucun moment donné, sur aucune étape du process, on rajoute une seule goutte d'eau. Aucune. Alors, ici, vous avez tous les paramètres sont encore une fois très importants. Je vous rappelle, on est sur quelque chose de très puissant au départ. L'objectif pour nous, c'est de le rendre le plus consommable à terme. Donc, on va faire plein de choix. Le premier choix, effectivement, c'est dans quel fût on va le mettre. Donc là, c'est très simple. On travaille à la Distillerie Longto essentiellement sur des fûts de chêne, des chênes qui viennent de la forêt du Tronchet. Donc on est sur la forêt du Tronchet. Ça a une caractéristique terroir qui est importante, qui va donner un profil aromatique important. Vous êtes sur un fût de 225 litres. Là, encore une fois, il faut maîtriser l'extraction du bois par l'alcool. Donc on est sur plutôt des petits fûts, sachant que la moyenne en Guadeloupe, on est sur plutôt du 350 fûts. C'est souvent des fûts qui avaient servi dans le brandy ou dans le cognac. Donc là, on est sur un fût de chêne neuf, 225 litres, chauffe faible, puisque là, encore une fois, tout ce qui est chauffe, si vous avez des chauffes très fortes, vous allez avoir une extraction d'amertume ou d'épices beaucoup trop puissante, beaucoup trop boisée. Donc quand vous avez un alcool très fort comme ça, il faut la maîtriser. Donc on prend une chauffe faible et on prend un grain fin. Le grain fin, ce qu'on va rechercher, donc en opposé entre guillemets, vous avez aussi le gros grain. Le gros grain va toujours vous apporter des nuances plus épicées. Le grain fin, c'est le cas ici, va vous donner plutôt des nuances fruitées. Donc l'objectif, c'est de rester toujours sur le fruit, l'eau de vie d'origine, le fruit, la canne à sucre, qui va vous donner effectivement ces notes de rondeur et ces notes toutes douces. Et donc, vous êtes en 2 ans. Donc là, on l'a laissé se reposer pendant 2 ans. Donc je reviens sur les appellations en 30 secondes. On n'est pas sur un rhum vieux. L'appellation rhum vieux intervient à partir de 3 ans fût de chêne. Là, on est sur ce qu'on appelle un élevé sous bois. On l'a encore au départ. C'est note. Ah, vous êtes encore au nez, moi je suis à la bouche, pardon. Au nez, vous le sentez moins. Au nez, vous allez plutôt partir sur des zestes. Vous allez plutôt partir sur ce zeste un peu orangé, presque confit. Cette sucrosité qui va venir rapidement en milieu de bouche. En milieu de nez, pardon, je vais y arriver. Vous avez une fine note caramel, toute fine.
Est-ce que vous partagez pas du tout? On est perturbé, j'ai l'impression. Hein. Je me trompe? Assez puissant. Oui, là aussi c'est de la canne rouge. Là encore une fois, la canne rouge aura un nez moins expressif. Donc au nez. En bouche, elle aura quelque chose de plus rond et de plus gourmand. Donc là encore une fois, l'harmonie entre la canne rouge et à la fois la chauffe faible, le grain fin et le petit fût de chêne neuf vont nous créer dès 6 mois à 8 mois une espèce de petite sucrosité. On pourrait même penser qu'il y a un peu de sucre. C'est cette sucrosité, c'est vraiment cette fusion entre la canne rouge et le fût de chêne neuf, grain fin, chauffe faible. Je reprends tous les éléments. Maintenant, effectivement, ça reste très puissant. Là, encore une fois, on n'a pas perdu en degrés, étonnamment, mais on l'a constaté de cette manière-là. Je précise juste que sur le rhum ambré, on est sur un millésime 2016 qui a été mis en bouteille en 2018 et on est à 72,3. Alors, si vous voulez, on est entre guillemets au démarrage. On a démarré cette collection en 2015 et effectivement, on n'a pas mis la première année en vieillissement. Donc le 2015, on l'avait mis effectivement juste en bouteille pour faire du blanc, et c'est la deuxième année, c'est en 2016 qu'on a mis en vieillissement. Au moment de l'année où on le met en vieillissement, effectivement, on fait un choix profil aromatique. Toujours. C'est-à-dire que c'est l'avantage du fût de chêne neuf. Si vous voulez, quand vous prenez un fût de chêne d'occasion, chez nous c'est souvent du cognac, vous avez une part de surprise sur la fusion, encore une fois, entre votre alcool, votre eau de vie et ce que va donner le bois, d'autant plus s'il avait déjà contenu quelque chose d'autre avant. Sur un fût de chêne neuf, quand vous choisissez un fût de chêne neuf, vous choisissez l'ensemble du procédé de maturation de votre fût et avec votre eau de vie. Donc on essaie d'avoir moins de surprises. Donc forcément, le choix qu'on va avoir sur l'eau de vie d'origine va être orienté par le choix de fût qu'on a fait et inversement. Si on a choisi ce fût-là, on sait qu'il nous faut tel ou tel profil de rhum blanc au départ. Et à l'inverse, si on part du rhum blanc, il faut qu'on choisisse un profil de fût en fonction du rhum blanc qu'on avait orienté. Donc là, en l'occurrence, on est parti du profil de rhum blanc qu'on avait pour le mettre effectivement pour trouver, et on a cherché le fût qui lui correspondait le mieux. Donc c'est dans cette démarche-là qu'on a fait cette collection-là, à la fois effectivement pour l'ambré, donc la bouteille noire et rose, et à la fois pour le vieux qu'on découvrira dans quelques secondes. Vous avez différentes manières de travailler. Il suffit juste de savoir où vous voulez aller. Après, vous avez droit à des parts surprises. C'est là où on prend des fûts anciens spiritueux. Est-ce que tout va bien? Qui a envie de partager un peu le profil aromatique qu'il ressent? On sent plus rien, on a les papilles grillées, on s'est flingué le palais. Oui. Donc monsieur disait qu'on avait effectivement un petit côté réglisse. Alors je n'ai pas vu à quel moment vous me l'avez dit. Est-ce que c'était au nez ou est-ce que c'était en bouche du coup? J'ai pas vu. En bouche. Ce sont des marqueurs de la distillerie. Si vous voulez, nous encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait le rhum comme on l'aime. Donc on a, j'espère, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, un style. Le style, c'est un style aromatique, c'est un style de profil de rhum. En général, donc à la distillerie Longto, on a des rhums assez puissants, assez secs, où on retrouve effectivement ce profil canne à sucre, ce profil agrume, et la réglisse et le profil anisé font partie de notre profil signature que vous pouvez, j'espère, retrouver sur l'ensemble de nos collections. Évidemment, à la fin du masterclass, je vous invite sur le stand pour découvrir le reste si vous le souhaitez. Et j'espère que vous retrouvez effectivement au fil des collections ces différentes catégories aromatiques qui va donc symboliser effectivement notre travail.
On continue? Des questions sur l'ambré? Tout va bien? Vous êtes avec moi? Ok. Pourtant, j'ai fait en sorte de vous donner des trucs qui réveillent, hein. Mais en fait, j'ai l'impression que ça vous endort et que, ouais, on tient, c'est ça? Ok, cool. Restez avec moi. On continue avec le vieux. Donc là, on est passé effectivement sur un profil aromatique, enfin, on est passé sur une appellation de rhum vieux. Là où vous avez effectivement, donc on revient sur l'élevé sous bois, c'est le même millésime, simplement il a 2 ans de plus. Donc au lieu d'être en 2 ans d'âge, donc en élevé sous bois comme on l'était ici, on vient ici attendre, donc on a attendu 2 ans de plus, donc on est sur un 4 ans d'âge, sur le même profil de fût, sur la même eau de vie d'origine, et là on a perdu quelques degrés puisqu'on descend à 71,7. Donc je vous rappelle, on était à 72,3 et on descend à 71,7. La nature fait bien le job. Moi j'ai rien fait encore là. Vous allez voir cette gourmandise. Là c'est facile à boire ça. Hein. Si vous avez encore, ce qui peut être intéressant, là pour le coup, dans le terme de comparaison, si vous avez encore pas fini, j'imagine que c'est le cas, l'élevé sous bois, n'hésitez pas à comparer les nez. Vous allez voir que vous avez le second nez, enfin le second verre, donc le vieux, où on a le même profil mais beaucoup plus fondu. Et je parle que de nez pour le moment. Le côté puissant et le côté un peu poivré qu'on avait sur le premier nez est devenu un peu plus rond et devenu un peu plus pâtissier. Je dis une grosse connerie ou vous me retrouvez là-dessus? Ok. Top. Je vous rappelle la chauffe, faible. Je vous rappelle le fût, 225 litres, chêne français, grain fin. Là, encore une fois, l'objectif, c'est d'aller chercher le plus possible du fruit. Pardon? Pas grand-chose, on est passé de 72,3 à 71,7. Pardon, en volume, si, vous perdez, en part des anges, vous perdez grosso modo 8% de volume par an. Alors sur un fût de chêne neuf et surtout sur des plus petits, on va être plutôt sur une moyenne basse, donc on sera plutôt autour de 8%, voire moins. Je vous donne une équivalence par exemple sur les fûts de cognac, donc qui sont très poreux et qui ont déjà vécu pas mal de choses dans leur vie, entre guillemets. On sera plutôt autour des 10%. Donc encore une fois, c'est effectivement dans cette perte, dans cette évaporation, c'est l'alcool qui s'évapore. Et donc c'est ce qui nous permet effectivement sur une période de 2 à 4 ans de perdre un petit peu en degrés. Je vois que ça discute un petit peu plus sur le vieux. J'ai envie que vous partagez avec moi ce que vous ressentez. Allez-y. Il a juste, entre guillemets, 1 degré de moins que le 2 ans d'âge, mais il est beaucoup, beaucoup plus fort en bouche, je trouve. Que le... Alors ouais, moi, c'est une sensation. Moi, j'aurais dit l'inverse. Et on n'est pas tout à fait 1 degré, on est 0,6 degrés précisément. On arrondit. Mais on arrondit. Je suis comptable, on arrondit. Je vous l'accorde. Ok. Après, effectivement, pour moi, on est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez gagné en rondeur, vous avez gagné en sucrosité. On est rentré dans des choses, je vais aller un peu trop loin, mais vous allez comprendre, on est allé sur des choses un peu plus compotées. C'est-à-dire que ce fameux petit zeste d'orange qu'on avait au départ, il est devenu un peu plus confituré, un peu plus confit, donc. Et moi, m'apporte un petit peu plus de douceur. Après, effectivement, là où sur la fin de bouche, vous allez avoir ce que moi j'appelle un petit kick en fin de bouche, c'est qu'il y a une légère salinité en fin de bouche qui peut vous laisser paraître cette puissance. Mais effectivement, on est plutôt d'abord sur de la rondeur et des notes presque pâtissières. Vous retrouvez ces notes un peu noissetées, un peu cacahuètes légèrement grillées, ce côté effectivement presque praliné.
tout en ayant la puissance effectivement du produit. Oui. Merci. Je ne voudrais pas paraître désagréable, quoi, mais On est là pour partager. en fait, le premier comment dire, me convient, une certaine rondeur, quelque chose de souple en bouche. Moi. C'est mon analyse. Hein. Bien sûr. Elle n'est peut-être pas forcément exacte. Par contre, celui-là, je trouve que il arrache, je ne sais pas comment on dit le terme exact. Hein. Je ne voudrais pas paraître. Je prends. désagréable. Je le retraduirai, mais je prends. Je rejoins un peu les personnes précédentes en fait dans sa question. Et je trouve même que du coup, on en oublie le reste. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à percevoir toutes les nuances finalement de ce rhum. Quoi. Ok. C'est mon sentiment. Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Une eau de vie de ce type-là et de cette complexité-là mérite beaucoup plus de temps pour la déguster. Maintenant, effectivement, n'hésitez pas. Alors déjà, n'hésitez pas à éventuellement remettre un petit coup d'eau si vous en avez. C'est sûr que ce sont des eaux de vie qui sont extrêmement puissantes. L'intérêt de cet exercice-là, c'était pour vous montrer effectivement l'origine d'un produit et tout ce qui s'en découle. Évidemment que c'est un exercice difficile, évidemment que c'est puissant. Je préfère le terme puissant, je me permets que arrache. Mais je le retraduis comme ça. Mais effectivement, il va falloir beaucoup plus de temps, notamment effectivement le vieux et l'ambré, pour donner toute l'expression effectivement du boisé, la complexité du boisé mérite de s'ouvrir un petit peu plus. Alors vous avez deux méthodes effectivement pour l'ouvrir. Une à laquelle je n'adhère pas personnellement, même si on est dans un monde aujourd'hui qui va l'adhérer à mon avis beaucoup plus, puisque ça pourrait être l'ouvrir en rajoutant une petite goutte d'eau. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux prendre son temps. Si effectivement le distillateur, et quel qu'il soit, a choisi de vous faire une eau de vie à un degré particulier, c'est qu'il a estimé qu'à ce niveau-là et à ce degré-là, c'était la quintessence de ce qui pouvait donner envie de faire ressentir au public et aux consommateurs qui le dégustent. Donc je préfère effectivement qu'on prenne notre temps plutôt que de perturber le produit avec un petit peu d'eau. L'eau va plutôt chauffer effectivement notre eau de vie. Alors certes, elle peut l'aider à se libérer très vite, mais en l'occurrence ici, on perdrait pour moi un profil aromatique qui, en tout cas personnellement, me tient à cœur. Maintenant, effectivement, le temps, à la fois on a pris le temps pour le faire, à la fois il faudrait prendre le temps de le déguster. Et malheureusement, le temps... Et malheureusement, le temps, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Je me permets, Merci à vous et puis surtout, n'hésitez pas à venir découvrir sur le stand, qu'on continue effectivement cette petite discussion. Et si vous voulez goûter d'autres choses, n'hésitez surtout pas. Et merci à vous pour ce masterclass et à très vite et bon courage pour la suite.